Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Curofan Tour. On est en direct au Festival de livres de Colmar. On va discuter tous ensemble sur la thématique suivante, les jeux vidéo comme inspiration dans les mangas, webtoons et comics. Je suis avec Winnie qui est là, qui Coucou est présent. tout le monde, encore une fois. Et il y a David et Kiri qui sont là aussi pour discuter avec nous sur cette thématique-là. Bonjour. Également. Le public est aussi présent pour discuter avec nous. Je dis discuter parce qu'en fait, le but, c'est qu'on échange tous ensemble, aussi bien vous dans le chat en posant vos questions avec vos petites mimines sur le clavier et comme ça, Winnie va pouvoir les poser à votre place avec sa belle voix. Voilà. Et vous, dans le public, vous levez la main si vous voulez poser une question ou si vous avez une interrogation ou si vous voulez juste participer. Vous levez la main et puis il y a un micro qui arrivera vers vous.
Voilà, il n'y a pas de questions à la fin, on les prend au fil de l'eau, aussi bien dans le chat que ici sur place. Il n'y a pas de questions bêtes, s'il y a des questions bêtes, c'est soit Winnie ou moi qui les poseront. Le meilleur. Première non-question, David, Kiri, présentez-vous. Honneur à toi. Je suis David Guélou, je suis directeur éditorial de Black River, qui est le label comics de Editis. Et je suis Kiri, qui est l'autrice de Mon vœu le plus sincère, une nouvelle œuvre qui est éditée chez Kotoon depuis le 18 octobre, il me semble. Kotoon, qui est le label Webtoon. Ah, ben juste là en plus. Ah oui. C'est le jaune. T'inquiète, je vais te faire. Merci Où bien. tu veux le montrer, vas-y. Voilà. Édité chez Kotoon, du coup, le label Webtoon de Edi8. Exactement, c'est ça. Nouvelle parution avec une autrice française, donc elle est partout. Et on l'aime aussi. Première vraie question. Comment se passe la transposition? Donc on va parler de jeux vidéo et de comics et de webtoon et de manga. Comment se passe la transposition entre le jeu vidéo et les œuvres littéraires? Donc les ayants droit, les commandes, scénarios, etc. Comment ça se passe un peu tout cet univers-là de trucs transverses? Toi qui travaille, qui fait l'édito, quoi. En général, simplement, il y a un éditeur qui a acheté les droits d'une licence de jeu Je vidéo. prends exemple Assassin's Creed ou Resident Evil qu'on a, ou Street Fighter aussi qu'on a. Ou Street Fighter, ouais. En fait, en général, simplement, un éditeur a déjà travaillé le titre avec les créateurs ou la boîte de jeux vidéo. Et ensuite, c'est à nous de faire une offre pour pouvoir les récupérer ou de faire de la création si nécessaire basé sur l'œuvre. Et ensuite, il s'agit d'obtenir le nécessaire, que ce soit dans ces cas-là, si c'est de la créa, bien entendu, voir étape par étape ce qui se passe, et si c'est une traduction, simplement faire en sorte que tous les termes soient respectés, parce qu'il y a bien entendu un lexique, le lore de la chose, et des fois de travailler directement pour Assassin's Creed, on a travaillé directement avec Ubisoft. Donc en fait, chaque traduction, par exemple, était soumise, chaque terme était corrigé par Ubisoft. De temps en temps, si vous voulez faire des modifications, il faut obtenir des autorisations, etc., etc., etc. Et sur Assassin's Creed, c'était une création ou c'était une commande ou c'était existait déjà comment ça s'est passé pour Assassin's Creed? En fait, en ce qui concerne Assassin's Creed, c'était sorti aux États-Unis chez Dark Horse Comics aux États-Unis, mais c'est plus ou moins une commande qui a passé Ubisoft. Donc ils ont gardé par contre tous les droits pour tous les pays francophones. Mais le scénario est construit pour entrer vraiment dans la continuité de l'univers d'Assassin's Creed. Donc on entre, ce n'est pas une adaptation, c'est quelque chose qui va entrer dedans, avant, après, pendant, mais c'est jamais une adaptation directe en fait d'un jeu. En général, je sais, pour celui-là, je sais pas, mais en général, il y a souvent ce genre de choses avant la sortie d'un jeu, par exemple, ou d'un film, pour promouvoir un peu Absolument. Le contenu. Là, Ubisoft, on n'a pas trop compris, ils ont tendance à sortir en fait ce genre de choses à peu près 1 an après la sortie du jeu. Ce qui n'est pas toujours super en ce qui concerne, on va dire, l'actualité. Ouais, c'est ça, surtout que si ça sort aux États-Unis, il faut compter à peu près 1 an pour que ça sorte en France. Donc on arrive à peu près 2 ans après la bataille. Ce qui est un peu dommage, mais bon, voilà, on va dire, les gens qui aiment vraiment Assassin's Creed Valhalla vont probablement l'acheter. Exactement. Voilà. Et ça fait aussi du fond, c'est-à-dire qu'en fait, même si c'est 2 ans après, ça fait du fond et ça peut refaire reparler du jeu. Et ça peut refaire parler du jeu. Là, en fait, nous, on a eu 2, par exemple, sur Assassin's Creed Valhalla, on a eu 2 titres basés. Un premier qui était une sorte de prequel, et un autre, en fait, qui part d'une DLC où, en fait, les héros se retrouvent dans l'univers d'Asgard, donc de la mythologie nordique, etc., etc., etc. Voilà. Il y a pas... Mais à chaque fois, on est obligé de passer vraiment par par Ubisoft même, qui prend toutes les décisions. Dark Horse n'a pas beaucoup en fait de champ de manœuvre. Et c'est souvent le cas avec les autres éditeurs. Par exemple, je prends Pokémon. Pour Pokémon, c'est pareil. Il y a toujours de la validation de la Pokémon Company ou de la Shogakukan et tout à chaque fois, quoi. Alors, je me suis pas occupé de ça, mais j'imagine que oui. Je pense que c'est complètement oui. On me fait signe que oui. Je vais dire que oui, sinon je vais me faire taper dessus. Oui, c'est souvent le cas, quand même. Voilà.
Pourquoi le support papier est souvent intéressant pour le transmédia d'une œuvre? Alors, dans mon cas, je vais pas pouvoir parler de jeux vidéo puisque je fais du webtoon. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que c'est quelque chose de assez français d'avoir un objet de collection en fait. Le webtoon, c'est quelque chose qui est numérique, donc je sais pas si tout le monde sait ce que c'est. C'est vraiment une bande dessinée qui est adaptée spécifiquement à la lecture sur téléphone. Et du coup, c'est intangible. C'est quelque chose qu'on a sur notre écran de téléphone. On n'a pas de page, etc. Alors qu'en France, on a cette culture de la BD et du manga aussi, du comics bien sûr. Mais on a c'est ça en fait, c'est dans notre culture d'avoir cet objet chez soi et dans sa bibliothèque. Donc ce que j'ai pu constater, moi du coup en tant qu'autrice, ça a été ça, cette volonté de la part du lectorat d'avoir un objet chez soi. Ce qui fait que un webtoon imprimé, c'est pas juste ce qu'on va lire sur Internet et qui sera sur des feuilles. Il faut qu'il y ait vraiment un gros retravail derrière, que ce soit sur la mise en page, mais aussi sur la forme de l'objet, un minimum de travail quand même sur la couverture, sur la plaquette totale, sur le dos, voilà, faut que ce soit un objet beau et qu'on ait envie d'avoir chez soi, parce que sinon, ça sert à rien. On l'a sur Internet, donc c'est pas pour l'histoire qu'on l'achète. En tout cas pour les lecteurs et les lectrices qui ont déjà lu l'œuvre. Parce qu'il y a aussi des gens simplement qui ne se retrouvent pas dans la lecture numérique et qui vont se focaliser sur la lecture papier. Donc, à mes yeux, le transmédia d'un webtoon, en tout cas, sur une version papier, ça va être ça. Ça va être l'objet final, la collection. Et parfois, pour certains, le simple fait aussi de soutenir un auteur ou une autrice qu'ils apprécient. Ouais, en fait, le truc, c'est que de ce que j'ai pu comprendre, d'un pays à l'autre, en fait, c'est pas forcément la même narration si on prend quelque chose qui est préexistant, dématérialisé. Si on passe d'un pays à l'autre, le découpage ne sera pas fait de la même façon, les grilles, les cases ne seront pas agencées de la même façon, donc ça va donner une ambiance complètement différente. Bah, c'est ça. Et puis, alors j'ai pas envie de dire des bêtises, mais il me semble bien que en Corée, par exemple, qui est donc quand même le pays dont émergent principalement les webtoons, le support numérique est tellement intégré dans la culture littéraire là-bas que la version papier, même si elle existe, va pas du tout avoir le même sens, le même apport que les versions papier en France. Chez qui on a chez qui on porte une réelle importance pour la version papier. Et côté jeux vidéo, pourquoi c'est important d'avoir quelque chose en dur sur le papier? Bah, en fait, pour les comics, puisque c'est conçu d'emblée comme ça, en fait, je pense qu'il s'agit plutôt d'une approche cross-média. Donc, en fait, c'est simplement une fenêtre supplémentaire sur le même monde. On va entrer en fait dans des différents univers, mais simplement par un biais différent, où clairement l'ambiance ne sera pas la même, mais on va vous montrer une facette du sujet, que ce soit Assassin's Creed, que ce soit Street Fighter, que ce soit Resident Evil. On va attaquer la chose différemment. On ne pourra pas avoir exactement la même chose qu'un jeu, ça c'est pas possible. Mais c'est une autre expérience et jusqu'ici ça a plutôt bien marché quand c'est bien fait. Oui, c'est ça, quand c'est bien fait. Oui, il y a une question dans le public. Ah, est-ce qu'on peut faire circuler le micro? Oui, il y a le micro qui arrive. Dans le chat aussi, n'hésitez pas à écrire. Et vous, public, comment tu t'appelles? Merci. Noah. Nora. J'avais une question. Quel est le plus gros jeu vidéo que vous avez adapté en manga pour Kurokawa? Pour Kurokawa, alors une fois de plus, je vais potentiellement dire des bêtises et je n'espère pas. En jeu vidéo, je pense que c'est Pokémon. Oui. Okay. Oui. Mais de très loin. Il y a d'autres adaptations qui ont été faites. Je pense à Resident Evil, je pense à Nier Automata. Ouais. Mais c'est Pokémon. Sinono Alice aussi. On va s'arrêter, hein, ça suffit. Mais pour l'instant, on va dire que Pokémon est de loin le plus gros succès. Ok, merci. Pokémon est une des plus grosses licences rentables et la plus grosse licence rentable de tout l'univers. Et je ne parle pas de Kurokawa. Et d'ailleurs, par rapport à Pokémon, pour rebondir sur ta question précédente sur l'intérêt du cross-média, c'est que par exemple, dans le manga Pokémon, au niveau des différents scénarios, va avoir un ton peut-être différent du jeu vidéo.
Bah, franchement, je sais pas si tu as déjà lu les mangas Pokémon, mais je trouve qu'il y a un aspect. À certains moments, il y a des aspects beaucoup plus sombres et dramatiques qu'il n'y a pas forcément dans le jeu vidéo, dans l'animé. Donc je pense que chacun en fait des plateformes se complètent en fait, tout simplement aussi. Il y a Pour des inciter, morts de personnages de Pokémon Ah oui, dans le manga. bah, cela dit, ça fait 20 ans que c'est là, donc Ouais. d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il arrive, en plus, il y a vraiment différentes ambiances. Quoi. Ouais. Ouais. Même des batailles vachement plus sanglantes. J'avoue, le manga, il y a des fois, il est vachement plus sombre. Ouais, C'est assez perturbé. C'est Et très. c'est chouette. Bah ouais, parce qu'on est habitué, donc on est habitué à de la douceur, et là, bam, ok. C'est parce que c'est pas que pour enfants, hein, Pokémon, c'est aussi pour les grands enfants. Exactement. Comme toi. Oui. Oui. Est-ce qu'au début, quand ils construisent un univers, ils pensent tout de suite justement à toute cette panoplie de choses à faire? C'est-à-dire qu'ils pensent, par exemple, sur Assassin's Creed, quand ils ont commencé le jeu, ils ont dit, bon, bah, on va faire des BD, des comics, des mangas, Non. ou c'est vraiment le succès qui donne envie d'eux? Bah, en fait, il faut y aller au cas par cas, mais en ce qui concerne Assassin's Creed, quand c'est sorti, je me souviens encore en fait, de la mise en avant, c'était, en gros, c'est par les types qui ont fait Prince of Persia. On va avoir un autre univers plus fluide, plus dynamique. Les visuels étaient incroyables, les cinématographiques étaient exceptionnels, mais ils n'étaient pas aussi avancés que ça. Ce n'est que suite au succès qu'ils ont commencé à faire des comics à l'époque chez Wildstorm, donc en fait une division de DC Comics, Warner, où ils ont sorti leur premier comics et qui a été un succès foudroyant. À partir de là, ils ont développé du franco-belge et par la suite du manga et dernièrement du webtoon notamment, etc. Par contre, il y a d'autres fois où on part dans une autre direction, où certaines choses sont conçues sur plusieurs plateformes immédiatement. Je pense notamment à Force Unleashed, ça s'appelait comment déjà ? Le pouvoir de la force. Star Wars, pas du tout. Ouais, Star Star Wars, Wars, ouais, Star Wars. De ouf, on est. Bref. Mais non, mais j'ai peut-être. Le pouvoir de la force a été conçu immédiatement en roman, en comics, en bande-son, en tout ce qui était possible, quoi, jeux vidéo. Et ça a été conçu comme ça. Donc, en fait, c'est beaucoup plus fluide par rapport à ce qui a été fait après. J'imagine, je pense pas que Pokémon ait pu être conçu immédiatement en manga, quoique. Enfin, ça a dû arriver très rapidement. Bah, sur Pokémon, il y a eu le jeu vidéo, et ensuite il y a eu Et les jeux vidéo, les adaptations. les cartes et l'animé, hein, Ouais. franchement, le manga, c'est venu un peu tard. Hein. Il y a eu les fascicules. Dans les fascicules, il y avait déjà les animés comics qui étaient déjà là, qui étaient découpés en manga, et du coup qui étaient vendus après en manga. Et après, il y avait vraiment eu le manga qui arrivait un peu plus tard, quoi. Mais il y avait déjà les animés comics avant, donc il y avait déjà en mode relié. Alors dans mon cas, c'est assez particulier parce qu'à l'origine, mon vœu le plus sincère, c'était quelque chose que je voulais faire en version papier initialement. Donc on a un peu la mécanique inverse. Sauf que quand Webtoon m'a ouvert ses portes, on dira, ce que j'avais prévu de base initialement pour ce scénario-là, qui s'appelait à l'époque Mon coloc est un génie, a été changé de A jusqu'à Z. On a eu une base, on a juste gardé la base de certains personnages, mais scénaristiquement, j'ai complètement retravaillé le truc pour que ce soit adapté au format numérique. Donc, c'est comme si cette première partie, en fait, ce premier projet n'existait plus. Et quand je me suis lancée dans le webtoon, pour moi, c'était juste du webtoon. C'était un média à part entière. J'avais pas besoin d'une version papier pour me sentir, comment dire, avoir un truc finalisé, quoi. Mais quand j'étais dans ma saison 2, parce qu'actuellement il y a 2 saisons qui sont finies, quand j'étais en train de travailler la seconde, je me disais quand même, à l'origine, j'avais quand même prévu d'en faire une version papier. Est-ce que je commencerais pas à me reposer quelques questions par rapport à ça? Est-ce que c'est pas ce que je voudrais? Surtout que depuis, il y avait eu l'émergence de plein de webtoons en papier, avec Colossal, avec Porte-Bonheur, je parle de titres français, mais voilà. Et j'avais commencé à me reposer quelques questions, et ça m'est tombé sur le bout du nez quand, du coup, des éditrices de chez Kuro, mais du coup actuellement chez Cotoon, quoi,
sont venus me chercher à la Japan Expo pour me la proposer, la version papier. Donc j'ai même pas eu besoin d'aller la chercher pour le coup. Et j'ai dit oui, bien sûr, parce que n'importe quel auteur dirait oui à ça, tout simplement. Mais voilà, du coup, pour répondre à la question plus simplement et plus courtement, quand j'ai travaillé mon vol plus sincère, initialement, c'était une version papier. Quand je l'ai fait en version numérique, j'envisageais plus la version papier pendant longtemps. Donc je n'avais rien fait pour. J'avais rien adapté dans l'histoire. J'avais pas fait une mascotte en me disant comme ça, quand on fera la version papier, on pourra faire des porte-clés avec ceci. Alors que finalement, C'est une erreur. c'est une erreur. Mais alors qu'en fait, naturellement, il y a des trucs qui sont revenus très. Quand on a réfléchi à la publicité qu'on allait faire sur Mon Vœu le plus sincère, à la communication, voilà. Très simplement, ça a été, on va communiquer sur les avocats, on va faire des trucs là-dessus. Il y a du JDR, alors on va faire avec des dés. Et puis voilà. Et il n'y a pas eu besoin en fait que j'adapte mon histoire à une publication papier, parce que naturellement, le produit de la version papier a été chercher ce qu'il fallait dans l'histoire, quoi. Justement, tu parles de jeux de rôle. Déjà, dans Mon Vœu le plus sincère, il y a d'énormes références aux jeux vidéo. Est-ce que, même dans les créations, aussi bien dans les comics, il y a beaucoup d'inspiration de jeux vidéo. Est-ce que maintenant, c'est devenu quelque chose de récurrent? Je vais pas parler pour tout le monde. Je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus récurrent qu'avant, pour la très simple et bonne raison que le jeu vidéo s'est démocratisé et est accessible à tout le monde. On va avoir des gens qui ne vont pas se considérer comme des gamers, mais qui vont avoir sur leur téléphone Genshin Impact et ce genre de trucs. Du coup, pour les gamers, ils vont être en mode oh, Genshin Impact. Mais le truc, c'est que n'empêche, ça reste du jeu vidéo et que ça ouvre la porte. Mais que du coup, ça ouvre la porte à encore d'autres jeux vidéo qui en ouvrent à d'autres, etc. Et du coup, aujourd'hui, quasiment tout le monde a déjà joué, oui, à un jeu vidéo ou à plusieurs, parfois même régulièrement. Et Alors, Scrabble est un jeu vidéo, hein, pour c'est ceux ça, qui font Scrabble tout à mobile. fait, Hein. tout à fait. Candy Crush aussi. Mais tout ça pour dire que parce que c'est devenu quelque chose d'hyper accessible, si on veut créer un lien entre nos personnages et le lectorat, on est obligé d'aller sur des points communs. Donc tes personnages, s'ils jouent à un jeu vidéo auquel ton lectorat joue, ça crée un lien entre eux, ça les rend plus vivants et plus attachants, parce que du coup on se reconnaît un peu dans la dynamique d'un groupe de potes qui se fait une soirée Mario Kart. Tu te dis, ah ben oui, je connais, nous aussi on se fait nos soirées Mario Kart. Et puis il y en a un qui va dire, ah ta carapace rouge à la con là, les lecteurs ils vont se dire, c'est vrai que ça saoule. C'est bête, mais en fait c'est tout ça qui va créer du lien, qui donne Une crédibilité. une crédibilité, voilà, un contexte plus réaliste au personnage. Tu Donc, sous-entends que ça marcherait moins bien que si c'était une soirée belote? c'est pas ce que je suis en train de dire, mais que bon, le contexte du coup serait différent et que peut-être que. Après, toi, si tu le mets dans ton œuvre, c'est peut-être aussi, bon, je sais pas, mais peut-être aussi parce que toi-même, tu joues aux jeux vidéo un peu, ou ça justement, ce genre de choses, ça t'a touché aussi. La carapace rouge, par exemple, forcément. Parce que je pense qu'un artiste, quand elle met quelque chose dans son œuvre, c'est parce que ça la touche aussi personnellement, ou Ouais. pas vraiment. Et si, et pourtant je suis une joueuse casual, comme disent les gens, c'est-à-dire que je suis pas du tout une gameuse, mais vraiment pas. Mhm. Alors que bon, j'ai ma Switch à la maison. Est-ce qu'il faut qu'on fasse 3 marques à chaque fois ou pas? Non. Ok. Et je joue régulièrement à Mario Kart, à Smash Bros, etc. Mais je suis vraiment pas une gameuse du tout. Et pour moi, ça a été naturel, du coup, lorsque je peignais le quotidien de certains personnages, de me dire, bon, qu'est-ce qu'ils vont faire tous les deux là? Ils vont faire un Mario Kart. Enfin, moi, c'est ce que je ferais avec mon pote. Et du coup, ça vient. Donc, est-ce que Ok. ça m'a marqué? Je sais pas, mais ça fait partie d'un quotidien, en fait. Et tu te dis aussi, peut-être, ça va toucher aussi ton lectorat. Mais c'est ça. Aussi. Et dans les comics, comment ça se... Bah là, nous, en l'occurrence, on fait plutôt du rachat de licence, donc on a moins d'impact dessus. Mais oui, enfin, moi à la base, je suis un gamer. Quand un nouveau Assassin's Creed sort, en fait, à l'époque, quand j'avais le temps, bah oui, voilà, je prenais 5 jours de ma vie, je faisais que ça, je coupais tout, ma vie s'arrêtait à peu de choses près, hormis le jeu. Donc forcément, quand j'ai eu l'opportunité de récupérer en fait du Assassin's Creed, en l'occurrence, j'ai sauté sur l'occasion. Mais ce que tu disais, c'est complètement vrai. C'est entrer dans les mœurs, surtout dans cette génération où à peu près tout le monde a joué un peu à un jeu vidéo, on regardait quelques animés et on lit quelques BD. Enfin, si on compte quelqu'un, on va dire, dans les moins de 30 ans, qui n'ont pas essayé au moins
une de ces trois choses, mais il a vécu sous un caillou, quoi. C'est pas possible autrement. Et, C'est impossible. et même s'ils l'ont pas essayé, Ils en ont entendu parler. c'est ça, voilà, tu dis un truc J'ai- sur Zelda, j'ai- Mario. Voilà, j'ai jamais joué à Genshin Impact. Je connais suffisamment de détails de l'histoire de Genshin Impact sans y avoir jamais joué. Pareil. Oh, Genshin Impact. Tu kiffes? Non, je dis. Je regarde s'il y a des questions, des interrogations aussi, comme d'habitude. Si vous pouvez lever la main, comme l'a fait Noah tout à l'heure. Même au-delà du jeu de vidéo, il y a tu as parlé des dés tout à l'heure. Il y a le jeu de rôle aussi, de plus en plus, qui investit aussi les comics, les mangas. Si je prends par exemple chez Kurokawa Goblin Slayer, où il y a en fait la destinée est donnée par des dés, le jeu de rôle influence aussi la création. Et donc toi, dans ton œuvre, il y a quand même pas mal ça aussi. Oui, énormément. Du coup, ça rejoint un peu ce que je disais par rapport aux jeux vidéo. C'est le fait de créer un quotidien à des jeunes qui peuvent être... où le lectorat va pouvoir se dire, c'est vrai, je fais ça aussi parfois avec mes potes. Là, c'est quand même un peu plus de niche, parce que même si le JDR se démocratise un peu en ce moment, avec l'émergence de tous les streams, de tous les lives Twitch, etc., de campagnes de JDR, le film récent Donjons et Dragons, sans parler de Baldur's Gate 3. Voilà, c'est quelque chose qui est de plus en plus connu, qui devient de plus en plus démocratisé. On se dit plus, ah bah tu fais du JDR, oh t'es un geek, un nerd. C'est en train de se Et finir. avant, t'étais Satan. Oui, voilà, donc et ça s'améliore finalement. Oui, c'est vrai. C'est Euh, passé à nerd, alors qu'avant, t'étais vraiment Satan, quoi. C'est ça. Et du coup, je me suis dit, les amis de Happy, l'héroïne, se feront des après-midi jeux vidéo et des après-midi JDR. Parce que moi, c'est ce que je fais avec mes amis. Et je travaillais déjà sur une histoire. Je pouvais pas recréer une histoire pour leur campagne. Donc j'ai simplement mis des trucs qui se passaient dans notre campagne à nous. On a toute une scène avec une charrette qui fait un drift entier sur une dune de sable pendant que les personnages dessus, t'as la barde qui fait une musique pour une chanson pour encourager, donner des bonus. Enfin bref, un truc complètement perché. C'est des trucs qui se passent réellement en campagne en fait. Et je me dis, si ce sont des trucs qui me sont arrivés en campagne, moi, mais vraiment dans la vraie vie de JDR, il y a forcément du lectorat qui va se dire, ça me rappelle moi aussi mes soirées JDR, quand on faisait ça, il y avait un personnage, il a fait un truc complètement débile et tout. C'est toujours appuyé sur l'identification et le fait de se reconnaître dans les personnages. Je regarde si des questions. Dans cette identification, si je prends par exemple un autre webtoon qui est Seule la mort attend la vilaine, on est vraiment sur la typologie de jeux d'autonomie game, donc les jeux mobiles de rencontres, oui, de rencontres, De drague. de drague, c'est ça que je cherchais. De drague. Et donc là, on est vraiment dans cette narration où en fait, qui va suivre qui va suivre le jeu. Est-ce que c'est facile de transposer une narration sur un jeu? Je reprends tous les isekai, ou je reprends dans les webtoons, il y a beaucoup d'isekai qui sont basés aussi sur le jeu. Est-ce que c'est devenu facile ou pas? Facile, je ne vais pas me prononcer à la place de ces auteurs, bien sûr, mais il y a de nombreux avantages. On a des personnages qui fonctionnent avec des fiches personnages, c'est comme ça que nous on travaille en tant qu'auteur. On a une mécanique de jeu, un fonctionnement, c'est comme un squelette de scénario. On a l'avancée du jeu qui va être chapitre par chapitre. Je parle notamment de Seule la mort attend la vilaine, qui s'assimile à un chapitrage. Et donc ça, c'est super chouette parce que ça facilite la transposition. On va faire face quand même à quelques limites parce que souvent, dans ces jeux-là, l'héroïne ou le héros, il est fade. Et parce que c'est un moyen de chacun, où on peut tous se dire, du coup, ça pourrait être moi. Dans ces histoires-là, si tu fais un héros ou une héroïne fade, très vite, tu t'ennuies. Donc, il y a quand même ces choses-là à modifier. Tu fais un personnage qui arrive dans un monde de jeux vidéo, si c'est un automé ou quoi que ce soit d'autre, il faut qu'il ait sa propre personnalité. Parce que sinon, ça sert à rien de lire une histoire de toute manière. Du coup, voilà, je pense qu'il faut savoir utiliser les bons côtés de ce jeu-là, les facilités que ça apporte, et combler les difficultés et les manques. Les mécaniques, quoi.
C'est ça. Et est-ce que tu l'as vu arriver un peu ça dans le comics? Parce que dans le manga et dans le webtoon, il y en a quand même pas mal. Est-ce que tu as vu aussi ces ressorts scénaristiques de jeux vidéo dans le comics? C'est pas forcément dans ce que toi. Un peu, mais en fait, la difficulté de faire entrer ça en termes de narration, de progression d'histoire, on va dire dans le comics, c'était tellement codé que c'était beaucoup plus difficile. Donc ils reprennent des éléments, mais ça va jamais très 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 loin. C'est très 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 dur en fait d'avoir ce côté interactif transposé dans du comics qui justement suivait en fait des formats de 22 pages ou 20 pages. C'était assez dur de faire entrer ça là-dedans. Ça va reprendre que les personnages des jeux pour les faire avoir une nouvelle carrière, quoi, C'est entre ça, guillemets. complètement. Et moins les transposer comme si c'était un jeu. Et moins les transposer, puisqu'en fait, oui, on ne suit pas en fait, on va dire la trame scénaristique d'un jeu, ni même les ressorts. Enfin, on en parlait tout à l'heure avec avant de venir. Si je sais pas, dans un Resident Evil, les anciens, quelqu'un ouvre une porte, ça devient noir, et ensuite on arrive dans une autre pièce, c'est un peu la découverte. On va dire dans un comics, on va tourner la page, donc l'attente est vraiment inexistante. Donc ça marche pas trop. Et pour rebondir sur ce que tu dis, c'était ce dont on parlait tout à l'heure en effet. Tout à fait. Parmi les trucs que tu peux pas retranscrire dans une histoire, dans un manga, dans un webtoon, dans tout ce que tu veux, il y a aussi le fait que tu veux retransposer Zelda Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom. Ok, t'y vas. Ah, l'histoire, tu peux la transposer, pas de problème. Par contre, va la retransposer les 80% d'exploration que tu vas faire dans le jeu. Il y a plein de... C'est un open world. C'est génial dans Zelda de partir avec ton cheval, faire ton truc pendant 4 heures. Mais par contre, va faire 5 chapitres où tu as juste Link qui fait du cheval. C'est pas... Bah oui. C'est exactement la même chose avec Assassin's Creed. C'est voilà, tu as une mission, tu dois aller d'un point A à un point B pour aller tuer un vilain con quelque part, sauf qu'à mi-chemin, tu te dis tiens, putain, elle est bien foutue cette ville. Je crois que je vais grimper sur des toits et voir ce qui se passe. Ça n'a aucun intérêt en fait dans une BD. Ça, c'est pas possible à exécuter. Ou en tout cas, si c'était fait, je pense que le lecteur nous taperait parce que ça n'a aucun intérêt pour lui à lire. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un type qui manque sur des toits. Sur Webtoon, je sais comment ça se passerait. En fin de chapitre, tu aurais quelqu'un qui dirait c'est trop court. En fait, Oui, j'imagine- très réaliste. Je suis très amère. C'est du vécu? C'est pour vérifier. Non, je sais pas Voilà. de quoi tu parles. C'est-à-dire que si tu mets pas un certain nombre de bulles de dialogue, les gens lisent trop vite et vont te dire c'est trop court, même si tu as fait 75 cases alors que tu as signé pour 60. Donc d'où l'amertume. Ah là là. Même s'il y a de la musique et tout. Oui. Mais qu'est-ce qui n'est pas transposable en dehors de ça Est-ce que vraiment est-ce qu'on peut reprendre vraiment toutes les mécaniques le die and retry par exemple ça on le voit assez souvent, mais si tu le recommences à chaque fois, est-ce que ça fait une bonne histoire? Il faudrait que ce soit intégré, on va dire, à la mécanique scénaristique. Il faudrait vraiment dire, voilà, regardez, votre personnage principal est mort, et hop, la page d'après, il revient. Et trouver une explication pourquoi le faire une fois de plus. Alors ça, là, c'est pas trop court, c'est pourri. Et ça pose problème. Il y a le manga, alors on excusera ma prononciation, mais ReZero. ReZero. Voilà. Dans lequel le héros se meurt et revient, et meurt et revient. L'histoire était très intéressante. C'est un avis entièrement personnel, mais parce qu'il mourait sans cesse et il revenait sans cesse, et on revoyait quand même pas mal de scènes plein de fois. Même si c'était bien géré, j'ai trouvé. Moi, à la longue, en fait, ça m'a un peu saoulé et j'ai décroché. Alors que j'accrochais bien au pitch, j'accrochais bien au perso, mais c'est pas. Après, c'est plus du goût personnel. C'était pas ma came. Mais pour autant, c'était quand même bien géré. La preuve étant que l'animé est assez connu, avec des personnages emblématiques qui reviennent souvent, avec Ren et Lem. Ram et Rem. Ram et Lem. Oui. Bref. Ram et Ram. Mais voilà, et c'est pas Ram et- juste parce qu'elles ont un design cool. Hein, c'est aussi parce que l'histoire plaît. Donc c'est que c'est faisable. Mais il faut bien le faire. Justement, tu voulais dire quelque chose? Non, rien. Justement, en parlant de bien faire, est-ce que justement se diversifier, c'est toujours la bonne solution ou pas? Non. Enfin, en tout cas, à mon sens, non. Si ça vient de manière naturelle, si c'est une extension littéralement de l'œuvre de base, que ce soit une BD, que ce soit un jeu vidéo, ok, on peut le décliner. Mais si c'est forcé,
le lecteur ou le joueur va le sentir immédiatement. En tout cas, c'est mon opinion. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Ouais, bah, faut que ce soit naturel, encore une fois, pour apporter des complémentarités intéressantes par rapport à l'univers de base. Donc oui, si il y a plein de dérivés, mais que c'est du vent, bah, le lecteur ou le joueur va se sentir un peu arnaqué, quoi. Donc, ouais, si c'est de toute façon c'est simple. Il y a plein de produits dérivés qui sentent le forcé et qui sont oubliés dans les 12 mois qui suivent. 12 mois, t'es même gentil. Oui, je tente. J'essaye. Souvent, c'est dans la semaine. Je regarde s'il y a des questions et si dans le chat il y en a aussi. N'hésitez pas si vous avez des interrogations, des questions. Est-ce que là, par exemple, je reviens un tout petit peu sur le jeu de rôle et sur la diversification en fait. Il y a un jeu de rôle qui a été créé sur mon vœu le plus sincère. Et du coup, il y a quelque chose qui est sorti de plus. Comment tu te sens par rapport à ça? Alors, quand on me l'a annoncé, c'était pendant une réunion tout simplement de voilà, pour la sortie de Mon vœu le plus sincère, on a prévu ceci, cela, machin, on pourrait faire une petite soirée, truc. Et quand on m'a dit on a prévu un JDR, alors j'étais hyper heureuse parce que, comme je le disais, je fais beaucoup de JDR, donc c'était presque un cadeau qu'on me faisait, j'étais trop heureuse pour ça. Mais moi j'avais cette interrogation de me dire mais qu'est-ce qu'on va faire comme JDR? C'est pas un webtoon d'action dans lequel on tue des méchants avec une mécanique de pouvoir hyper spécifique qui du coup est intéressante à transposer dans... Je comprenais pas ce qu'on pouvait faire. Et quand je l'ai eu entre les mains, la première version en fait des règles d'un scénario proposé, et même quand on a fait une version d'essai pendant la soirée de lancement de Mon vœu le plus sincère avec notre cher Flavien en MJ, c'était génial. En fait, j'ai trouvé le truc génial. La mécanique, elle est hyper bien pensée. On est toujours sur la thématique de la recherche du vœu, et c'était quelque chose que je comprenais pas comment on pouvait le transposer justement. Et ça a été hyper intelligemment fait. Et c'est pas une adaptation qui n'a aucun sens, puisque Mon vœu le plus sincère, une bonne partie du quotidien des personnages repose sur le JDR, comme je l'ai déjà dit à peu près 16 fois, je suis navrée. Mais voilà, ça sortait pas de nulle part et c'était bien amené. Et moi, ce qui m'a fait bizarre, ça a été que, comme je l'ai dit, il y a des passages de Mon vœu le plus sincère qui sont inspirés de mes parties de JDR. Et là, on fait un JDR du webtoon que j'ai fait à partir de mes parties de JDR. Et je me disais, mais c'est Inception, vraiment. C'était vraiment... Je me suis dit, c'est génial. Et je me disais, ce qui est cool, c'est que moi, je raconte du coup à mon lectorat des anecdotes que j'ai de sessions. Et avec la sortie de ça, on va pouvoir avoir le lectorat qui me raconte des anecdotes qu'ils auront vécues en campagne en jouant le JDR de Mon vœu le plus sincère. Et ça fait une réciprocité, en fait, un miroir que j'adore. Je trouve ça génial. Voilà. Une sorte de boucle bouclée, quoi. C'est ça, exactement. Et après, peut-être que par rapport aux parties qu'ils vont faire, il t'aura des trucs à intégrer dans ton histoire. Oui, la saison 3 de Mon vœu le plus sincère, ce sera juste une session de JDR que moi j'aurais fait sur le... Je me rappelle quand on avait fait la partie, t'as fait mais attends, ça je peux le noter. Je sais même plus ce que c'était. Je sais plus, hein, mais ça m'a fait marrer quand t'avais dit ça. Oui, mais c'est vrai que c'était un truc drôle et intelligent et je me suis dit c'est hyper bien à inclure dans la saison 3, mais je sais plus ce que c'était. On en parlait tout à l'heure, si je crois que je m'en souviens. On en parlait tout à l'heure. Parce qu'il y avait Mathilde aussi qui avait joué. Je pense que Mathilde s'en souvient. Mathilde a une grande mémoire. Si on n'avait pas Mathilde, on ne serait pas là. C'est pas parce qu'elle me regarde avec des yeux menaçants. Est-ce qu'il y a eu... donc je parlais de produits dérivés après le manga. Est-ce qu'il y a eu aussi des incursions de manga sur le e-sport en France? Est-ce que la littérature peut vraiment tout transposer? Je pense qu'on peut répondre à l'unisson non. Il y a des choses, enfin, on peut attaquer tous les thèmes, mais on peut pas retranscrire tout. C'est pas possible. C'est littéralement impossible. Genre... Ouais, je suis d'accord. Bah, ça va être certaines choses qui vont être compliquées, je pense. Mais on peut aborder effectivement tous les thèmes. Bah, même par exemple, quand on voit le manga, le comics, le webtoon et tous les autres médias, on voit qu'en vrai, il y a énormément de thèmes qui sont abordés, mais de différentes manières aussi. Donc, même des choses beaucoup plus simples.
qu'on prend en fait on prend un manga, on le transforme en animé, il faut regarder immédiatement la dimension que ça peut prendre. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont où on aurait tourné la page, on aurait lu en façon trop court, qui deviennent en fait des moments absolument grandioses. Ça peut être, je pense à Senseiya, vous lisez Los Canvas, c'est très bien, c'est fantastique, mais quand vous regardez l'animé, en l'occurrence, ça devient autre chose. Certaines qualités qui étaient dans le manga vont disparaître pour être remplacées par d'autres moments qui étaient inexistants dans le manga, qui deviennent dramatiques. Je trouve ça fabuleux, mais c'est vraiment deux médias différents où on touche le spectateur ou le lecteur d'une manière extrêmement différente. Plus, bien entendu, tout ce qui est mouvement, plus la musique, etc. C'est autre chose, c'est un autre art. C'est ça. Je vais dire quelque chose qui est très très simple, mais chaque média a sa spécificité, a ses atouts et ses défauts. Techniquement, on peut tout transmédiatiser. Tu peux tout transformer d'un média à un autre. Par contre, il faut le faire en partant du principe que tu vas perdre quelque chose et assumer cette perte pour pouvoir la compenser en te disant bah ça je vais utiliser les points forts de ce média-là pour compenser la perte de ce point fort de ce média-là. Si tu fais un webtoon ou un manga ou quoi que ce soit sur Top Chef, t'auras pas toute la mise en scène que tu peux avoir à la télé. Faut vraiment que tu compenses. Tu peux pas faire un truc sur la nourriture, tu pourras jamais mettre le goût des aliments dans ce que tu lis, et donc tu le compenses autrement en faisant des cases qui sont plus belles que la réalité, mais on s'en fout parce que ça compense. C'est la spécificité du manga, du webtoon, de tout ce que tu veux, c'est que c'est de l'illustration. Tu peux rendre les choses plus belles qu'elles ne le sont. Par contre, tu pourras pas leur donner un goût, malheureusement. Dans la même problématique, exactement. Si vous faites un manga, un comics, une BD, un webtoon sur la musique, comment refaire Sur le webtoon, tu peux. Parce qu'avec le webtoon, tu peux mettre de l'animation et de la musique. On va dire sur du papier, par contre, c'est impossible. Non, tu peux pas là. À part avec un QR code. Hein À part avec un QR code. C'était la réponse à tout, toi. Hein. Mais j'étais tombée sur, quand on était à Bègle pour une séance de dédicace, il y avait un petit stand avec un auteur de romans dessus. Et en fait, il m'expliquait il m'a montré le livre. Et en fait, sur certains chapitres, il avait un petit QR code que tu pouvais lancer pour avoir une musique qui t'accompagnait dans la lecture qui était spécifiquement choisie. C'est un moyen de faire. Et il y a eu aussi des incursions de manga en réalité augmentée. Avec de la musique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de QR code, tu télécharges une appli, tu passes ton téléphone dessus, et en fait, en mode réalité augmentée, tu as des personnages qui vivent un petit peu, et tu as de la musique dessus qui vont raconter encore plus de choses qui est sur le manga. Oui, mais dans ce cas-là, effectivement, tu fais intervenir la technologie. C'est ça. Tu n'es plus dans la lecture simple, quoi qu'il arrive. Et puis ça reste une faible compensation, ça remplacera pas le média initial, quoi. Le QR code sur ton livre ne remplacera pas un concert avec un orchestre. Enfin, c'est con de dire ça, mais voilà, ça reste une maigre compensation. Non, parce que dans ces cas-là, ça cesse d'être une simple, et j'utilise le terme large, ça cesse d'être une simple bande dessinée dans ces cas-là. C'est ça. On parle d'inspiration et du coup est-ce que c'est envisageable ou pas, ou ça il y a eu des incursions déjà qui ont été faites, mais de prendre juste un personnage et de le développer de jeux vidéo et de développer en comics ou en manga ou en webtoon, et est-ce que ça fonctionne? C'est-à-dire un personnage en dehors de son jeu. Genre, si je prends dans Street Fighter, si je prends Ryu, et je fais un manga sur Ryu ou un comic sur Ryu. Oui, ce genre de choses a été fait. Même il y a même l'inverse qui a été fait. Dans Assassin's Creed, il y a eu en fait un personnage qui a été créé en tant que protagoniste puis antagoniste. Le personnage a eu tellement de succès que par la suite, il a été canonisé. Voilà, j'allais dire injecté dans un jeu, dans Assassin's Creed 3, vraiment littéralement. Parce que dû à son succès. Donc il a été, contrairement à beaucoup de produits dérivés, ça fait vraiment partie intégrante de l'histoire. C'est dans la continuité, dans le mythe d'Assassin's Creed. Mais c'est arrivé dans ce sens-là. Dans l'autre sens, oui, ça arrive beaucoup plus souvent.
Enfin, vous allez prendre effectivement que ce soit un personnage de Resident Evil et puis l'utiliser dans un manga, dans des comics pour qu'ils aient leurs propres aventures. Des aventures qu'on n'a pas vues dans les jeux. Oui, ça arrive très très souvent. L'inverse, je reconnais, c'est plus rare. Le coup d'Assassin's Creed, ça n'arrive pas tous les jours. T'as un exemple, toi? Ah ben, moi je suis plutôt d'accord avec vous, j'ai pas d'autres exemples à donner, juste que ça rentre dans la mécanique qu'on exposait plus tôt, de dire que le passage d'un média à un autre doit apporter quelque chose, sinon il sert pas à grand chose. Là en l'occurrence, ce que ça apporte, c'est un contenu complètement inédit et exclusif sur un personnage en question, et au-delà de ça, ça donne une liberté. Si ta seule, comment dire, si ta seule limite, c'est de devoir être enfin, garder le personnage tel quel, t'as derrière tellement de choses que tu peux modifier et mettre à ta sauce et utiliser pour rendre ton œuvre plus intéressante. Tu fais un truc sur, je sais pas, sur Luigi. Ce qu'on sait, c'est que c'est Luigi qui est plombier, que c'est le frère de Mario. Voilà, tu connais un peu l'univers, mais tu peux en faire ce que tu veux après, en fait. Tant que ça reste fidèle au personnage et à l'image qu'on a de lui, tu as une infinité de possibilités dans son histoire, dans les rebondissements que tu peux lui apporter et tout. Et c'est du coup, pour moi, ça c'est un très bon exemple de justement comment ne pas faire une adaptation d'un média pour un autre, mais vraiment une transformation. Et c'est chouette. Il y a eu Gone, par exemple. C'était trop drôle. Oui. Je me permettais juste de rajouter quelque chose. Déjà, bonjour. Bonjour. Par rapport à cette histoire de livres et de jeux, je sais que là, je reviens sur l'actualité qu'il y a en ce moment. Je sais qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont beaucoup sur la série de jeux vidéo Five Nights at Freddy's. Et il y a des livres qui existent autour de cette série de jeux vidéo. Et on parlait avant du fait que voilà, un jeu vidéo, c'était un média à part. Mais en fait, il existe, notamment pour cette série-là de jeux vidéo, des livres qui en fait expliquent des choses des jeux, voire même change totalement la perception d'un jeu par rapport à ce qui est dans les bouquins, quoi. Alors je sais qu'il y a aussi un autre truc, je me permets encore une fois de revenir juste sur le Die and Retry. Je sais qu'il y a Elden Ring, je crois, qui a eu le droit à un manga. Maintenant, je ne sais pas si l'idée de la mort dans le manga est retransmise ou pas, mais je pense que c'est pas intéressant en soi, parce que le but c'est justement de voir des combats épiques qui s'achèvent par une victoire. Je pense pas que voir le personnage mourir plusieurs fois, ça permet d'être... Enfin, si vous lisez 5 chapitres où le personnage meurt sur le même combat, je pense que c'est fatigant. Je pense pas. Non, Je pense que voilà. Donc, c'était juste voilà, une petite interlude. Voilà. Bonne... Pas de problème. Merci. Voilà. Moi, j'avais une question pour Ce sera la ton dernière. Ouais, the last question. Pour ton webtoon, parce qu'étant donné qu'il maintenant il y a un JDR, est-ce que par exemple un vrai jeu vidéo, par exemple, ça pourrait justement, à l'inverse justement, ça pourrait t'intéresser, ou tu as déjà pensé justement? Alors, j'y ai pas particulièrement pensé. Quoi Alors, attends, je nuance. Non. Je nuance. C'est que, comme je vous disais, quand on m'a annoncé pour le JDR, je me disais, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que pour moi, si jamais on devait faire quelque chose qui est tiré de mon vœu le plus sincère, je voyais pas autre chose que justement un jeu un peu de drague avec les personnages, parce que j'ai essayé de faire une panoplie de personnages qui ont chacun leur personnalité différente, et de se dire bah tu peux draguer Prince, tu peux draguer Oxlove, tu peux draguer Teresa, tu fais ce que tu veux, waouh, c'est trop cool. Et du coup un jeu vidéo comme ça, bah, ça peut se faire facilement en fait, parce que c'est vraiment très facilement adaptable. Mais au-delà, avec une mécanique différente de ça, moi, je pourrais pas visualiser. Un Tu veux pas faire open world. un open world, oui, bah c'est dans la vie réelle en fait, donc bon. Ou la alors vie des justement, excuse-moi quoi. Dans la vie des génies. C'est ce que j'allais dire, c'est que on parlait justement de faire des adaptations médias qui apportent quelque chose. Un jeu vidéo dans le monde des génies à 100%, ça pourrait être hyper intéressant. Mais par contre, ça demande un développement conséquent du coup de ce monde-là, que je développe beaucoup moins que ça dans l'histoire, parce que c'est pas utile. Mais pourtant, oui, ça pourrait être fait. Et ce serait cool. Donc l'appel est lancé à tous les développeurs de faire un automé game. J'allais faire une contraction. Un automé game sur mon vœu le plus sincère. Très rapide à faire. Ou un Avec le open plan- world prequel. Ou un open world prequel. Déjà que tu as commencé ton prequel en bonus alors que tu n'avais pas le temps. Oui. Donc voilà, donc les appels sont ouverts. Et c'est sur ça qu'on va terminer. Merci Kiri, merci
Glou. David. Pas de problème. Puisqu'on s'appelle Glou tout le temps. Merci Winnie. Merci à toi, Flavien. Merci aussi Augustin, la technique. Augustin, il répond même plus. Non, il nous Ça y est, ignore. Il a dit merci. Le Il a mépris. dit merci, mépris complet, ça y est. Il m'aime plus. Merci encore à vous. On se revoit ici demain pour 2 nouvelles conférences. Et, sur, je ne sais plus les thèmes, sur Black River, sur les comics de Black River et sur le webtoon. Du coup, Kiri sera encore là. Je serai encore là, je suis désolée. Oui. Et David aussi sera là pour parler des comics avec Oui. Jérémy. Et toi, Kiri, tu seras avec Déborah, celle qui t'a trouvé. Oui. Traqué. Merci encore à vous. On se retrouve donc demain pour les lives à peu près même heure. Et merci sur le chat et pareil. Et à vous, public, vous pouvez rester là, j'ai encore des trucs à vous dire. Merci à vous.